Je pose l'hypothèse suivante. Existe-t-il une origine psychosomatique à chaque maladie, y compris les maladies d'origine génétique? Il suffit dans ce cas d'admettre la théorie des caractères acquis de Darwin et de Lamarck. Nous en avons déjà parlé avec l'épigénétique qui a montré comment les conséquences de la famine pendant la Seconde Guerre mondiale ont engendré les mêmes caractéristiques physiques à la troisième génération. En clair, nos déviations vitales comme la violence, la pollution, la malnutrition ou toutes les formes de maltraitance ont détérioré certaines lignées génétiques. Quoi qu'il en soit, l'approche scientifique des causes des maladies, excluant toute démarche spirituelle, ne peut remonter qu'à une cause première biologique. Pourtant, de nombreuses maladies sont déjà considérées comme ayant une origine psychosomatique. Voici un extrait d'un article de Ayla Second paru sur le site Doctissimo. Je cite. L'ulcère de l'estomac a été la première maladie considérée comme ayant une origine psychosomatique. D'une manière générale, les troubles gastro-intestinaux constituent les maladies psychosomatiques les plus fréquentes. Le foie, les intestins, le côlon sont en effet les organes cibles des névroses. Il a été également établi que les maladies de peau, si elles ne sont pas liées à une infection ou un virus, auraient une origine psychique. Le psoriasis, qui touche 2% de la population française, les verrues, l'herpès, la transpiration excessive, la couperose, les dartres, les aftes apparaissent lors de contrariétés et d'émotivité. Ces affections concernent aussi les enfants. Incapable de parler de son mal-être, le nourrisson va exprimer sa détresse autrement avec l'eczéma, l'insomnie, le dérèglement du sommeil, les vomissements, l'asthme, les retards de croissance. Il serait néanmoins extrêmement réducteur de considérer que ces symptômes sont systématiquement signes d'un déséquilibre psychique de l'enfant. La perte de la libido peut également trouver son explication dans un état psychologique néfaste. L'évolution de certains cancers serait, d'après certains scientifiques, attribuable au dérèglement psychique. Le savant américain Lawrence Lishan a déterminé qu'une solution brutale, un choc émotif violent ou un état psychologique désespéré pouvait intervenir sur la morbidité cancéreuse. Une forte émotivité peut par ailleurs aboutir à des déséquilibres de l'alimentation. La boulimie et l'anorexie en sont les principaux exemples avec l'alcoolisme, l'obésité et les maladies cardiovasculaires liées à une consommation excessive de certains aliments gras ou sucrés. L'hypertension artérielle et les migraines se retrouvent également au nombre des symptômes présentés lors de dérèglements émotifs. Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres symptômes pouvant être révélateurs de maladies psychosomatiques. Fin de citation. Dès lors, pourquoi toutes les maladies ne répondraient-elles pas à la même loi universelle de la psychosomatique? Pour répondre à cette question, il suffit de dépasser la cause première biologique et d'aller chercher le vécu du patient avant l'apparition des symptômes, via une simple anamnèse. J'invite vivement les chercheurs en médecine et en psychologie à se demander si les maladies ne résultent pas toutes d'un processus psychosomatique universel. Pourquoi en suis-je convaincu? Parce qu'il existe un processus d'auto-guérison universel. Chez l'homme, il se nomme l'effet placebo, que nous étudierons dans le prochain podcast. Nous verrons entre autres que là aussi, toutes les maladies sont concernées. Ajoutez à ce fait incontestable ma vision double et inversée de l'univers et ses lois. Alors il existe aussi chez l'homme un processus psychosomatique universel. Son pendant symétrique inversé. Du reste, tant l'effet placebo ou processus d'auto-guérison que le processus psychosomatique engendrant la maladie ou malhabitus, mauvaise habitude, appartiennent tous deux au monde de l'esprit interconnecté avec le monde de la matière, entre l'esprit et le corps. Au sein de ces deux processus réciproques, il y a un va-et-vient
entre l'esprit et le corps. Voilà pourquoi il importe d'intégrer aux recherches médicales la face cachée psychospirituelle de l'homme. La médecine officielle doit dépasser ses préjugés et réaliser qu'aucune recherche n'a pu prouver le contraire de ce que j'avance. Or, ce que j'avance ici, Platon l'affirmait déjà dans son Charmide. Si l'on veut soigner le corps, il faut d'abord soigner l'âme. Je le cite. Mais, ajoutait-il, Zalmonix, qui est notre roi, atteste en qualité de Dieu que tout ainsi qu'on ne doit pas entreprendre de guérir les yeux sans avoir guéri la tête, on ne doit pas non plus le faire pour la tête sans s'occuper du corps. De même, on ne doit pas davantage chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Mais que, si la plupart des maladies échappent à l'art des médecins de la Grèce, la cause en est qu'ils méconnaissent le tout dont il faut prendre soin. Ce tout, sans le bon comportement duquel il est impossible que se comporte bien la partie. C'est dans l'âme, en effet, disait Montrasse, que pour le corps et pour tout l'homme, les maux et les biens ont leur point de départ. C'est de là qu'ils émanent, comme émanent de la tête ceux qui se rapportent à la vue. C'est par conséquent à ces maux et à ces biens de l'âme que doivent s'adresser nos premiers soins et nos soins principaux. Si nous voulons que se comportent comme il faut les fonctions de la tête et celles du reste du corps. Or, disait-il, c'est par des incantations, bienheureux amis, que l'on soigne l'âme. Ces incantations, ce sont les discours qui contiennent de belles pensées. Or, les discours qui sont de telle sorte font naître dans l'âme une sagesse morale, dont l'apparition et la présence permettent dorénavant de procurer aisément la bonne santé à la tête comme au reste du corps. Fin de citation. Lorsque j'ai découvert ce passage, je suis littéralement tombé de ma chaise. Ce texte venait de résumer magistralement des années de recherche, d'observation et de méditation sur l'âme humaine. Platon avait bouclé la boucle du processus psychosomatique universel et confirmé par là même l'enseignement des anges reçu grâce à ma bien-aimée. Il importe donc au préalable de bien distinguer la vie en nous, psychobiologique, et ce que nous nommons communément notre vie, liée au domaine relationnel et social. Nous les confondons aisément au point d'oublier purement et simplement que la vie en nous n'est pas notre vie. Chacune de ces vies possède une volonté distincte. La première suit la morale vitale, universelle, atemporelle et immuable. La seconde suit la morale sociale, singulière, temporelle et variable selon les civilisations et les époques. Voilà ce qui les distingue fondamentalement. Elles sont a priori divisées, opposées et contradictoires, alors qu'elles devraient travailler ensemble. Seulement la morale sociale persiste à s'opposer à la morale vitale. Et on imagine aisément que cette dernière, la morale vitale, plus puissante que l'autre, finira par l'emporter car elle nous tient par notre santé. Elle mettra donc le temps qu'il faudra, mais l'homme devra céder au risque de disparaître. Pensons aux deux grands tabous sociaux que l'on retrouve dans toutes les sociétés, le meurtre et l'inceste. Ils sont, à n'en pas douter, conformes à la morale vitale. Le meurtre supprime la vie, l'inceste pollue le sang d'une lignée. Pour autant, avons-nous cessé les guerres, les charniers, les génocides et les viols ? Avons-nous pris conscience que le terrorisme émotionnel est une réalité psychobiologique ? Que toute violence, physique ou verbale, est un petit meurtre émotionnel et qu'il existe des personnes qui s'éteignent peu à peu, faute d'amour
d'écoute ou de réconfort. De ce point de vue, la morale sociale reste très incomplète, faute d'éducation en la matière. Dès lors, tant au niveau collectif que particulier, il importe de vérifier la cohérence entre les deux mondes, car si nos comportements sociaux suivent une morale sociale déviée et non conforme à la morale vitale, ils favoriseront l'émergence d'un terrain pathologique. La dépression en est un bel exemple. Elle montre en effet que nous n'avons pas reçu la vie pour n'importe quelle vie. Suite à un vécu sous pression, compacté et comprimé, la vie en nous nous déprime au sens littéral du terme. Le symptôme général de toute forme de dépression est la perte de volonté, donc la perte du désir de vivre, de construire sa vie. C'est comme si la volonté était confisquée momentanément afin que le dépressif cesse de vivre une vie pour rien. Dans tous les cas de dépression, comme la dépression du nourrisson nommé Hospitalis de Spitz, la dépression sans cause, dite constitutionnelle, observée par la médecine classique, ou la dépression survenue après un grand malheur, dite réactionnelle, ou encore la dépression de fin de vie. Le message est toujours le même, nous n'avons pas reçu la vie pour n'importe quelle vie. La vie du nourrisson pointe la vie des parents qu'il subit. La vie de l'adulte pointe la vie que l'adulte croit être obligé de subir. Tout dépressif est déprimé afin de changer de vie ou de changer de façon de regarder sa vie, pensée cognitive, et de la ressentir au niveau de son âme-cœur, pensée émotionnelle. Tel est le message universel de la dépression, message qui s'adresse également aux non-dépressifs, à l'entourage et plus généralement à nous tous, puisque nous sommes tous menacés par la dépression de près ou de loin. Les psychotropes ne viendront jamais à bout de ce fléau. Certes, les médicaments l'améliorent, mais le pourcentage de dépressifs ne cesse d'augmenter dans nos sociétés occidentales. Derrière tout symptôme, sans aucune exception, il y a une morale vitale qui cherche à faire passer un message vital à l'individu et à la collectivité humaine. Tous nos actes doivent servir à produire et à prolonger la vie et à faire de ce monde un monde d'amour fraternel. Tout acte a donc une répercussion directe sur la vibration de nos cellules corporelles. Si nos actes produisent de la vie et de l'amour, nos cellules vibreront à l'unisson. Si nos actes nuisent à notre vie et à celle d'autrui, nos cellules vibreront de manière chaotique. Ce processus découle de la loi vitale. La vie biologique et la vie sociale sont une et indivisibles, puisque la vie en soi est une et indivisible, nous l'avons vu. Si elles se déchirent, elles déchirent notre santé. Si elles s'unissent et vibrent ensemble, elles renforcent notre système immunitaire et nous écartent de la maladie. Or, c'est précisément ce que Corinne et moi-même avions remarqué dans le cadre de nos thérapies spirituelles. Un effet placebo, systématique, dès les premières prises de conscience de la vérité vitale du patient. C'est comme si son âme voulait nous remercier, patient et thérapeute, et nous confirmer que la voie empruntée était la bonne afin de poursuivre notre effort. Comme si son murmure disait « Puisque vous cherchez à me plaire, je vais vous plaire en retour », ce que signifie placebo. Je plairai. J'ai nommé cette amorce de l'effet placebo le cadeau de l'âme. Si en revanche, cet effort n'est pas suivi d'une correction de comportement, les symptômes persisteront ou pourront réapparaître. L'âme elle-même, accompagnée de son ange, cherche à nous plaire en retour et ce fait étrange éclaire de manière remarquable l'ensemble de la problématique de l'effet placebo. En ce sens, la relation placebo est une double relation d'amour réciproque. D'une part, un je plairai réciproque extérieur entre thérapeute et patient,
la relation humaine positive, et d'autre part un je plairai réciproque intérieur entre la conscience du patient et son inconscient divin, la relation divine. Nous verrons que l'effet placebo est une auto-guérison inconsciente. Les anciens le savaient déjà, notamment la médecine hippocratique, puis celle de Galien, dont la médecine fut pratiquée jusqu'au XVIIIe siècle. Il disait « natura medicatrice », ce qui signifie « le thérapeute assiste quand la nature guérit ». Bien évidemment, les anciens divinisaient la nature. Ainsi Galien voyait, philosophiquement, dans l'observation de la nature, l'explication des objectifs de Dieu. Bien plus tard, le grand Ambroise Paré dira « Je le pensais, écrit P-A-N, Dieu le guérit ». Cette psychothérapie pourrait se nommer maïeuthérapie, en souvenir de la maïeutique de Socrate. Pendant que sa mère accouchait les corps, Socrate, lui, accouchait les âmes. Autrement dit, révélait leur vérité. Ici, je parle du Socrate de Platon, qui n'a rien à voir avec le Socrate historique. Socrate, celui de Platon, par sa dialectique, conduisait son interlocuteur à découvrir la vérité cachée au fond de lui-même, la vérité que porte l'âme-cœur, c'est-à-dire les valeurs universelles, comme le juste, le vrai et le beau. J'en ai répertorié une petite cinquantaine, et je reviendrai sur les principales valeurs après l'étude sur l'effet placebo. Dans l'attente, qu'est-ce que la maïeuthérapie ? Corinne, par son don exceptionnel, prenait directement le message de l'âme, du ou de la patiente, ce qui nous renseignait en direct sur la problématique psychospirituelle correspondant aux symptômes. Rappelons que le mot symptôme vient du grec symptoma, ou tomber ensemble, le côté biologique ou mental du symptôme et le message symbolique pouvant conduire à la guérison à condition de changer nos déviations vitales. J'en ai donné un bon exemple dans l'étude de la femme triste atteinte de Parkinson. La maïeuthérapie que je propose est tout simplement une médecine psychospirituelle issue de notre nature double. À une nature double, une médecine double lui est nécessaire. Si vous soignez qu'un seul versant, vous ne solutionnerez pas définitivement la problématique d'origine. D'où les maladies chroniques de plus en plus présentes dans nos sociétés. Le principe est simple. Si vous respirez de l'amiante, vous aurez de fortes probabilités de produire un cancer. Pourquoi ? Parce que l'amiante est un produit toxique pour l'homme. Plus généralement, toute vie matérielle et émotionnelle toxique produit des maladies. Qu'il s'agisse de pollution physique, émotionnelle ou même morale, le processus universel psychosomatique s'enclenche en vue de nous remettre sur le droit chemin. Il s'agit donc de former des maïeuthérapeutes qui travailleront de concert avec les médecins allopathiques. L'allopathie signifie médecine contre la maladie, médecine en contre. La maïeuthérapie travaille avec. Leur formation sera donc double, une partie concernant la médecine générale, dans la mesure où le maïeuthérapeute doit comprendre le processus biologique pour en déduire la déviation vitale correspondante. Et l'autre partie concerne bien évidemment le biodécodage ou la symbolique du corps. Par exemple, il y a une trentaine d'années, les chercheurs ont découvert que le dépressif produisait du cortisol dans le sang au-dessus de la norme. Du coup, certains laboratoires ont cherché un médicament qui dirait à l'hypothalamus, qui dirait au surrénal, diminue le cortisol dans le sang, pensant que ce médicament supprimerait la dépression, toujours selon la même vision du tout biologique. L'intérêt financier était évident. Tandis qu'un maïeuthérapeute se posait la question suivante. Quand la nature produit-elle du cortisol plus que de raison ? Réponse, mais pendant le réflexe combat-fuite. Du coup, le message de l'âme dirait au dépressif, ta vie s'avère, du point de vue spirituel, en danger. Corrige ta déviation vitale et ta dépression disparaîtra.
Ainsi, j'ai rencontré une personne qui présentait les symptômes habituels de la dépression constitutionnelle. Elle se constitue par elle-même, sans cause extérieure. Je lui ai proposé de chercher un don, une passion qu'elle avait enterrée au plus profond d'elle-même, comme si c'était secondaire dans sa vie. Résultat, sa vocation résidait dans le travail avec les plantes et les huiles essentielles. Ayant trouvé un nouveau but dans sa vie dépressive, son apathie disparut en quelques semaines. J'invite la médecine du travail à se pencher sur cette perspective psychospirituelle, par exemple sur les burn-out en explosion ou le stress au travail. Outre le fait que l'individu soit en effet le plus souvent maltraité, la médecine pourrait travailler sur le regard, la représentation émotionnelle que vit le patient. Parfois, il suffit juste de modifier sa philosophie de vie ou prendre une distance, changer de point de vue, comme de s'accorder des plaisirs simples pour sortir du drame. Je pourrais multiplier les exemples comme celui du cancer. Notre système immunitaire se retourne contre nous parce que nos vies, du point de vue spirituel, sont une véritable folie. En clair, nos cellules deviennent folles. D'une manière générale, n'est-ce pas le cas? Une ancienne amie, on s'est fâché hélas, vient de déclarer un cancer 3 mois après avoir perdu son père. Sa famille a bien compris qu'il y avait un lien causal entre ces deux événements. Outre chimio 2 fois par semaine, quel support psychospirituel la médecine officielle pourrait lui proposer? Aucun. Et ça m'attriste vraiment. En plus, la maïothérapie s'avère une discipline très simple. Un peu de connaissance médicale, une bonne empathie et s'ouvrir au langage symbolique. C'est même passionnant. Les psychanalystes et les cliniciens pourraient aisément s'y convertir, avec profit. Il suffirait d'admettre notre nature double. Bon, prochain podcast, l'effet placebo. Son enjeu est intéressant dans la mesure où d'un côté, il est répertorié par la science, donc reconnu, et de l'autre, il n'a d'explication logique qu'en passant par notre versant spirituel. Sinon, il reste un mystère. Alors, grand merci pour votre patience et pardon pour mes déraillages.